Non, parce qu'on reçoit beaucoup de sollicitations. Mais mesdames, messieurs, il n'était pas là ni au funérarium de Johnny Hallyday, ni à l'église de la Madeleine. Ce silence avait choqué la France entière. Jean-Jacques Goldman, l'homme le plus aimé du pays, n'avait prononcé aucun mot, aucune larme publique. 8 ans plus tard, en 2025, il a enfin parlé. Devant les caméras de France 2, celui qui vit depuis 2 décennies loin des projecteurs a confié d'une voix posée « Nous étions de 2 planètes différentes ». Une phrase simple mais chargée d'une émotion contenue. Derrière la pudeur, un mystère. Pourquoi cet artiste qui a offert à Johnny son album le plus emblématique, Gang, avait-il choisi l'effacement? Pourquoi refuser la gloire, les hommages, la lumière? Ce soir, chers téléspectateurs, nous allons plonger dans la vie de Jean-Jacques Goldman, le poète discret qui a préféré le silence à l'éternité. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, au sein d'une famille marquée par l'histoire, la guerre et la résistance. Son père, Alter Moïse Goldman, un juif polonais né à Lublin en 1909, avait immigré en France dans les années 1930. Communiste convaincu, il s'était engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, rejoignant les maquis français et participant à des actions héroïques contre l'occupant nazi. Après la guerre, il devint un militant syndical et un commerçant modeste, tenant un magasin de sport à Montrouge. C'est lui qui transmit à Jean-Jacques les valeurs de discrétion, de droiture et de justice sociale. Sa mère, Ruth Embrun, née en 1922 à Munich en Allemagne, était une juive allemande qui avait fui le régime nazi. Infirmière de formation, elle incarnait la bienveillance et la résilience, ayant elle-même survécu aux horreurs de la persécution. Ensemble, ils eurent 4 enfants, Pierre, demi-frère issu du premier mariage du père, Evelyne, Jean-Jacques et Robert. La famille vivait dans un environnement laïque, humaniste, où la musique et les discussions intellectuelles occupaient une place centrale, malgré les difficultés financières. L'enfance de Jean-Jacques fut heureuse mais solitaire. Élevé dans le 20e arrondissement de Paris avant le déménagement à Montrouge, il grandit dans l'ombre d'un frère aîné charismatique et turbulent, Pierre Goldman. Pierre, né en 1944, devint un militant d'extrême gauche, impliqué dans des actions radicales. Son destin tragique marqua profondément la famille. Accusé de braquage et d'un double meurtre en 1969, il fut condamné à perpétuité en 1974, puis acquitté en appel en 1976 pour les meurtres, mais assassiné en 1979 dans des circonstances mystérieuses, jamais élucidées. Cet événement, survenu alors que Jean-Jacques entamait sa carrière musicale, scella son rapport complexe au monde médiatique et à la visibilité publique. Le bruit des scandales, les intrusions journalistiques et la violence du monde politique le rendirent méfiant envers la lumière des projecteurs. Il confia plus tard à des proches que ce drame l'avait convaincu que le silence pouvait être une forme de protection, une armure contre les jugements hâtifs et les manipulations. Scolarité moyenne pour un esprit vif, Jean-Jacques fréquenta le collège du Haut-Ménil à Montrouge, puis le lycée François Villon à Paris, où il obtint son baccalauréat et avec mention en 1969. Peu passionné par les études traditionnelles, il se tourna vers la musique dès l'adolescence. À 7 ans, il commença le piano, puis le violon à 9 ans, mais c'est la guitare qui le captiva vraiment, influencé par ses années de scoutisme aux Éclaireurs de France, où il apprit les bases du gospel et du folk. À 14 ans, il intégra la chorale Red Mountain Gospelé, enregistrant même un 45 tours, co-lourd, limité à 1000 exemplaires. Au lycée, il forma son premier groupe, The Phalanstère, inspiré par le philosophe utopiste Charles Fourier, avec des amis comme Alex et Chris Gibson, futurs Gibson Brothers. Il se produisait dans des bals et des fêtes, couvrant des artistes comme Elton John, les Beatles ou Bob Dylan, mélangeant folk, blues et rock naissant. Après le bac, Jean-Jacques poursuivit des études supérieures, il intégra l'EDEC à Lille en 1970, obtenant son diplôme en 1973, complété par une licence en sociologie. Ces années furent marquées par des voyages formateurs, Suède en 1971, Turquie en 1972, Canada, États-Unis et Mexique en 1973. Son service militaire en 1974 à Villacoublay le confronta à la discipline, mais c'est la musique qui l'appelait. En 1975, presque par accident, il rejoignit le groupe Taïfon, une formation progressive rock franco-vietnamienne fondée par des musiciens d'origine asiatique. Remplaçant un chanteur malade grâce à sa voix aiguë et son talent polyvalent, guitare, basse, harmonica, il participa à 3 albums. Taïfon, 1975, avec le hit Sister Jane, Windows, 1976, et Last Flight, 1979.
Tai Fung fusionnait rock progressif, influence orientale et texte en anglais, mais les ventes restèrent modestes. Jean-Jacques quitta le groupe en 1979, remplacé par Michael Jones, un guitariste gallois qui deviendrait son complice de longue date. C'est en solo que Jean-Jacques explosa. Ses premiers 45 tours, comme C'est pas grave papa, 1976, ou Les Nuits de solitude, 1977, passèrent inaperçus, mais en 1979, repéré par le producteur Marc Limbroso, il signa chez Epic pour 5 albums. Son premier opus sans titre officiel, souvent appelé Démodé, 1981, cartonna avec Il suffira d'un signe, un hymne à l'espoir qui vendit 500 000 exemplaires. Suivirent Minoritaire, 1982, triple platine, avec Quand la musique est bonne et comme toi, Positif, 1984, Diamant, incluant encore Un matin et Envole-moi, et Non homologué, 1985, 1,3 million d'exemplaires, avec Je te donne en duo avec Michael Jones et Pas toi. Son écriture, populaire et exigeante, mêlait poésie quotidienne, mélodies accrocheuses et thèmes universels, l'amour, la société, l'espoir. Les années 1980 le consacrèrent idole nationale, avec des tournées triomphales où il refusait les artifices, pas de scandale, peu d'interviews, toujours la même chemise simple et des jeans usés. En 1986, il offrit à Johnny Hallyday l'album Gang, un bijou de rock et de poésie qui relança la carrière du taulier. Des titres comme Je t'attends, J'oublierai ton nom, chanté en duo avec Carmel, ou Laura devinrent des classiques. Cette collaboration naquit d'une rencontre improbable. Johnny, en perte de vitesse, chercha un renouveau, et Goldman, admirateur discret, lui composa un album entier en quelques mois. Gang vendit plus d'1 million d'exemplaires, scellant une alliance artistique respectueuse, sans amitié fusionnelle. 3 ans plus tard, en 1990, Goldman fonda le trio Fredericks Goldman-Jones avec Carol Fredericks, chanteuse américaine, et Michael Jones. Leur premier album éponyme, 1990, 2 millions d'exemplaires, inclut Nuit et À nos actes manqués, suivi de Rouge, 1993, 1,3 million, enregistré à Moscou avec des chœurs russes, et des lives comme du New Morning au Zénith, 1995. Ce projet permit à Goldman d'explorer des sons plus rock et engagés, tout en partageant la scène. Parallèlement, il se consacra à l'écriture pour d'autres. Céline Dion bénéficia de sa plume magique. 1995, l'album francophone le plus vendu au monde avec 10 millions d'exemplaires, incluant Pour que tu m'aimes encore et Je sais pas, suivi de S'il suffisait d'aimer, 1998. Patricia Cass, Il me dit que je suis belle, 1993, Florent Pagny, Si tu veux m'essayer, 1994, Khaled, Aïcha, 1996, Patrick Fiori, 4 mots sur un piano, 2007, et bien d'autres, sa générosité artistique toucha toutes les générations. Mais en 2002, après l'album Chanson pour les pieds, 1,6 million, un disque dansant et festif, et la tournée Un tour ensemble, hommage à Carol Fredericks, décédée en 2001, Goldman annonça son retrait de la scène. Ce n'était pas un adieu théâtral, mais une disparition progressive, alimentant les rumeurs, burn-out, lassitude, dégoût du show business. En réalité, il choisit la cohérence avec ses valeurs, vivre comme il chante, sans phare, sans bruit. Marié une première fois à Catherine Morlaix en 1975, divorce en 1997, père de 3 enfants, Caroline, 1975, psychologue, Michael, 1979, entrepreneur dans la musique avec My Major Company, et Nina, 1985, pédiatre, il se remaria en 2001 avec Nathalie Thuong-Lagier, une fan franco-vietnamienne agrégée de mathématiques. Ensemble, ils eurent 3 filles, Maya, 2004, Kimi, 2005, et Rose, 2007. La famille s'installa à Plan-de-Cuques près de Marseille, puis au Roucablanc, avant de déménager à Londres en 2016 pour l'éducation des enfants, retournant à Marseille en 2021. Goldman mène une vie ordinaire, voyage à vélo, cafés anonymes, investissement discret dans l'immobilier familial. Chaque année, malgré son absence, il reste élu personnalité préférée des Français dans les sondages du JDD ou du Parisien, 14 fois entre 1988 et 2024, un record qu'il partage avec l'abbé Pierre. Le mystère de Jean-Jacques Goldman commence là où tout le monde croyait le connaître. En 2004, sans annonce ni adieu, il quitta la scène et disparut des médias. Aucun communiqué, aucun retour. Pendant 20 ans, son silence devint légende. La France entière se demanda pourquoi cet homme adulé, respecté, avait choisi l'effacement absolu.
Les journalistes évoquèrent un burn-out moral, d'autres un désenchantement politique. Lui ne dit rien. Ce retrait n'était pas un caprice, mais l'aboutissement d'un chemin de vie. Depuis le drame de son frère Pierre, Goldman se méfiait du bruit et du pouvoir. Il refusa toujours le rôle de porte-parole que la société voulait lui imposer. Lorsqu'il s'engagea dans SOS Racisme en 1985 avec le concert des potes à la Concorde, c'était au nom de la tolérance. Mais la droite l'accusa de propagande, la gauche d'apolitisme. Cette incompréhension le blessa profondément. « Je suis juste un citoyen qui chante », confia-t-il plus tard à un proche. L'autre choc vint du succès planétaire de Céline Dion. En 1995, II battit tous les records, mais une bataille juridique éclata avec Columbia sur les droits d'auteur. Goldman gagna le procès, conservant la maîtrise totale de son œuvre. Cette victoire renforça son isolement, il découvrit combien l'industrie musicale pouvait trahir l'esprit de la création. Puis vinrent les Restos du Cœur. En 1986, à l'appel de Coluche, il composa la chanson des Restos, lançant Les Enfoirés en 1989. Pendant 30 ans, jusqu'en 2016, il en fut le moteur discret, organisant des spectacles annuels qui collectèrent des millions pour les démunis. Son départ en 2016, après des polémiques sur la chanson Toute la vie, accusée de conservatisme, fut brutal. Les rumeurs s'emballèrent, conflits internes, désaccords avec TF, épuisement. La vérité était plus intime. Goldman ne supportait plus la mise en scène de la charité, le spectacle de la bonté. Il voulait que l'action reste pure, sans caméra. Sa vie privée resta hors d'atteinte. En 2023, des magazines comme Closer évoquèrent une maladie cardiaque et des difficultés financières, démentis immédiats par ses proches. Jean-Jacques va bien, vit simplement. Ces intrusions réveillèrent un débat. A-t-on le droit de tout savoir sur celui qui refuse d'être une star ? Et puis, en janvier 2025, un miracle télévisuel. Jean-Jacques Goldman accepta enfin une interview sur France 2, dans l'émission « Les mots qu'il n'a jamais dit », diffusée le 14 janvier. Il n'avait rien à vendre, rien à promouvoir, il venait pour parler de Johnny Hallyday. Sa voix avait vieilli, mais pas sa lucidité. « Johnny m'a offert sa confiance », dit-il. Nous n'étions pas amis au sens courant, mais il m'a appris le courage. Cette phrase bouleversa la France. On y lut la reconnaissance muette d'un homme qui ne s'est pas flatté. Certains regrettèrent qu'il ait attendu la mort de Johnny pour parler, d'autres admirèrent cette retenue, cette noblesse du silence. Goldman ne pleura pas à la télévision. Il choisit la sobriété, nous étions différents, mais nos musiques se sont comprises. À cet instant, la nation entière redécouvrit celui qu'elle croyait avoir perdu. Un homme qui n'a jamais eu besoin de mourir pour devenir légende. Un poète sans costume, un témoin du temps, fidèle à sa pudeur. Le mystère Goldman n'est pas un secret, mais une constance. L'art de dire sans parler, de briller sans se montrer. À 73 ans en 2024, 74 en octobre 2025, Jean-Jacques Goldman vit une existence que la presse qualifie de minimaliste, mais qui reflète une vraie philosophie. Depuis son retrait en 2004, il a méthodiquement construit un patrimoine solide, loin des excès du show business. Ses revenus proviennent d'un catalogue impressionnant de plus de 300 chansons, certaines générant encore des centaines de milliers d'euros par an via les droits d'auteur gérés par la SACEM. Ses compositions pour Céline Dion, Patricia Cass, Florent Pagny ou Marc Lavoine assurent une rente continue. Selon des estimations de Forbes France et Challenge, la valeur globale de ses droits musicaux dépasserait 100 millions d'euros. Pourtant, Goldman n'a rien du millionnaire flamboyant. À Marseille d'abord, puis à Londres de 2016 à 2021, il mène une vie d'anonymat total. Un appartement sobre, des vêtements simples, un vélo plutôt qu'une voiture de luxe. Il investit discrètement dans des biens immobiliers familiaux, notamment une maison dans le sud de la France au nom de son épouse Nathalie Tuunglagier. Ses enfants Caroline, Michael, Nina de son premier mariage et Maya, Kimi, Rose du second figurent comme héritiers directs dans une succession rigoureusement encadrée par des avocats londoniens. Sur le plan juridique, Jean-Jacques Goldman a toujours défendu la protection stricte de ses œuvres. En 1996, il refusa la cession de ses droits à un groupe américain, conservant la maîtrise intégrale de son catalogue. En 2018, il s'opposa à une utilisation publicitaire de Envole-moi, estimant qu'une chanson née de la sincérité ne peut pas vendre un produit. Cette position morale renforce son aura d'intégrité. Sa fortune ne se mesure pas seulement en euros, mais en indépendance. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération, il n'a ni dettes ni litiges fiscaux.
La Cour des comptes a même cité son cas comme exemple de gestion patrimoniale saine dans le milieu culturel. Il reverse une partie de ses droits au Restos du Cœur et à plusieurs associations anonymes liées à l'éducation musicale et à l'aide humanitaire. Après la mort de Johnny Hallyday en 2017, beaucoup tentèrent de rapprocher les deux héritages. Là où Johnny laissait un empire morcelé par les procès, Goldman laisse une architecture juridique claire, une société de gestion domiciliée à Londres, des contrats transparents, une répartition équitable entre enfants et épouses. Sa philosophie économique se résume en une phrase prononcée jadis. Gagner de l'argent, c'est bien. Ne pas en dépendre, c'est mieux. En 2025, le magazine Le Point révéla qu'il avait refusé une proposition de rachat de son catalogue estimé à 150 millions d'euros par Universal Music. La raison ? Il ne veut pas que ses chansons deviennent des produits. Cet acte, à contre-courant de la logique du marché, confirme qu'il reste fidèle à lui-même, libre, cohérent, incorruptible. Ses amis décrivent un homme qui se contente de peu mais garde un œil attentif sur la transmission. Il a mis en place une fondation familiale dédiée à la formation musicale des jeunes issus de milieux modestes. Son patrimoine n'est donc pas seulement matériel, il est culturel, moral, profondément humain. Jean-Jacques Goldman n'a pas besoin d'exposer sa richesse pour rappeler ce qu'il vaut. Son plus grand capital reste cette cohérence rare, avoir su transformer le succès en silence et la gloire en discrétion. Le moment où Jean-Jacques Goldman rompit le silence restera gravé dans l'histoire de la télévision française. C'était un soir d'hiver, le 14 janvier 2025, sur le plateau feutré de France 2. L'émission s'intitulait simplement « Les mots qu'il n'a jamais dit ». L'audience dépassa 6 millions de téléspectateurs. Le générique s'effaça et l'on découvrit Goldman, cheveux gris, regard tranquille, vêtu d'une chemise bleue sans marque. Face à lui, la journaliste Anne-Sophie Lapix lui demanda doucement « Pourquoi parler maintenant ?» Il sourit, hésita, puis répondit « Parce que le silence aussi mérite qu'on l'explique. » Ce n'était pas une confession, encore moins un retour, mais un passage de témoin. Pendant 40 minutes, il évoqua son parcours, ses choix, et surtout Johnny Hallyday. Ses phrases étaient simples, pesées, sans effet. « Johnny m'a offert son âme, dit-il. J'ai essayé d'en faire une chanson. » Puis il raconta la genèse de Je te promets, née d'une conversation nocturne dans un studio vide de Boulogne-Billancourt. Il m'avait dit « Je veux une chanson d'amour qui tienne debout. » J'ai compris qu'il parlait de lui-même. Sur le plateau, un silence profond s'installa. Pas de musique, pas d'image d'archives, seulement la voix d'un homme qui, après 2 décennies d'absence, semblait réapparaître juste pour solder une dette de gratitude. Il ajouta « Nous ne nous sommes jamais vraiment compris, mais nous nous sommes entendus. C'est mieux. » Cette phrase, anodine en apparence, émut la France entière. Sur les réseaux, les extraits de l'interview devinrent viraux en quelques heures. Les journaux titrèrent « Goldman parle enfin ». À la sortie du studio, il refusa toute autre demande et quitta Paris le lendemain matin, direction Londres. Aucun communiqué, pas de projet musical annoncé. Il avait simplement dit ce qu'il avait à dire. Mais dans les jours qui suivirent, les ventes de ses anciens albums explosèrent. Entre gris clair et gris foncé et en passant réapparurent en tête des charts. Même Gang, l'album écrit pour Johnny, se classa à nouveau dans le top 10. Les critiques saluèrent un moment d'une rare dignité. Le Monde écrivit, dans une époque de vacarme, Goldman a prouvé que le silence reste la plus haute forme d'art. Ses proches confient que cette apparition eut un prix, l'émotion, la fatigue, la réouverture des blessures anciennes. Il aurait dit à un ami, « Je n'ai plus rien à défendre. Ce qui reste, c'est la musique. » Les jours suivants, des fans se rendirent devant l'ancien studio de Boulogne, déposant des fleurs et des lettres, comme s'il s'agissait d'un hommage. Pour beaucoup, cette interview marqua la fin d'une ère, celle d'un artiste qui, sans mourir, sut quitter la scène une deuxième fois. Le dernier plan de l'émission montrait Goldman regardant la caméra, puis baissant les yeux. Fond au noir, aucun mot. Ingénierie sur Je te promets. La boucle était bouclée. Ce soir-là, la France comprit que certains adieux ne se disent pas. Ils se murmurent dans la mémoire collective. Depuis cette apparition unique, Jean-Jacques Goldman s'est à nouveau effacé, fidèle à sa promesse de discrétion. Aucun album, aucune tournée, aucune trace sur les réseaux. Mais paradoxalement, son absence continue d'occuper la mémoire collective. En 2025, il est encore classé parmi les 5 personnalités préférées des Français, devant des artistes actifs comme Stromae ou Julien Doré. Cette fidélité du public prouve qu'une carrière peut survivre au silence,
que la sincérité vaut plus que la visibilité. Son héritage dépasse la musique. Il a inspiré des générations d'auteurs-compositeurs, comme Vianney ou Zaz, qui revendiquent son influence dans la sobriété et la justesse des mots. Dans les écoles, ses textes sont étudiés comme des poèmes modernes. Comme Toi, sur la Shoah, enseigne l'histoire, Envole-moi, sur l'inégalité sociale, questionne la société. Ses chansons continuent de financer des œuvres caritatives, et ses enfants veillent à préserver cet équilibre entre humilité et rayonnement. Lorsque les journalistes lui demandèrent en 2025 ce qu'il laisserait derrière lui, il répondit « Peut-être des chansons utiles. Le reste ne m'appartient pas ». Une phrase qui résume tout un destin, être sans s'exposer, aimer sans se montrer. Là où tant d'artistes cherchent la postérité, lui a choisi la disparition lucide, celle qui transforme le souvenir en légende. Aujourd'hui, ses œuvres résonnent comme un miroir de la France qu'il a chantée, douce, lucide, pudique. Et son silence, loin d'être une absence, devient un signe, celui d'un homme qui a compris que la véritable gloire ne fait pas de bruit. Pour approfondir, revenons sur ses influences musicales. Goldman fut marqué par le rock anglo-saxon, les Beatles, Bob Dylan, Elton John, mais aussi Léo Ferré, qui l'incita à chanter en français. Son style unique mélange pop-rock, électropop et ballades acoustiques, avec des instruments variés, guitare Gibson SG, piano, violon, harmonica. Analyse d'un tube, Il suffira d'un signe, 1981, symbolise l'espoir collectif, avec ses paroles optimistes et sa mélodie entraînante, influencée par le gospel de son adolescence. Quand la musique est bonne, 1982, célèbre l'art comme refuge, tandis que Comme toi, 1982, évoque subtilement la Shoah à travers l'histoire d'une petite fille juive, reflétant son héritage familial. Ces collaborations méritent un chapitre entier. Avec Johnny Hallyday, outre Gang, il signa Lorada, 1995, avec des hits comme Je la croise tous les matins. Pour Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore devint un anthème mondial, traduisant l'amour inconditionnel. Khaled et Aïcha fusionnèrent raï et pop, promouvant la diversité. Ces partenariats montrent sa polyvalence, il adaptait sa plume au style de l'artiste sans jamais imposer le sien. Sur le plan humanitaire, au-delà des restos, il soutint les boat people vietnamiens, année 1980, les sinistrés des inondations, 2000s, le SIDAction, Solidarité Asie après le tsunami de 2004. En 2020, pendant la Covid, il composa Changer pour les soignants, et en 2022, une chanson pour la Croix-Rouge. En 2025, il offrit un titre pour le Bleuet de France, honorant les vétérans. Son impact culturel est immense. Des spectacles comme l'Héritage Goldman, 2022 à 2024, reprennent ses tubes avec Michael Jones. Des livres, comme Goldman d'Ivan Jablonka, 2023, analysent sa vie, bien qu'il ait critiqué le manque d'authenticité. Des BD, Chansons pour les yeux, 2024, illustrent ses paroles. En 2025, une émission spéciale sur France 2 le 29 juin, la story Jean-Jacques Goldman, explora son paradoxe, 28 millions d'albums vendus, pourtant invisibles depuis 20 ans. Enfin, son retrait inspire. Dans une ère de surmédiatisation, Goldman enseigne que l'art prime sur l'ego. Ses enfants, impliqués dans la musique ou l'humanitaire, perpétuent cet esprit. À 74 ans, il reste un phare discret, prouvant que le vrai legs est intemporel.